Vous suivez le magazine économique, le grand rendez-vous économique, le 3e de l'année, avec Pierre-Marie Boisson, après le 1er janvier avec le grand argentier de la Nation, le 2 janvier avec le gouverneur de la Banque centrale. Nous avons Pierre-Marie Boisson pour analyser avec un point de vue du secteur des affaires. Donc on a vu la faible croissance, qui est bien expliquée par les chocs que vous avez décelés, tant internes qu'externes. Nous avons vu également le taux de change, le taux d'inflation. Qu'est-ce qui nous reste? Avant d'arriver aux perspectives, donc qu'est-ce qu'on pourrait en parler encore? Les problèmes structurels de cette économie. Le déficit budgétaire. Comment vous avez trouvé ça? Le fameux communiqué de la Banque centrale qui a attiré notre attention et des déclarations soulignées par un ancien gouverneur de la Banque centrale. Et le gouverneur, le ministre des Finances a dit qu'ils ne sont pas encore à un niveau dépassant ce qui est prévu pour le budget comme déficit budgétaire. Comment vous retrouvez dans ce débat? C'est une avance sur le reste de l'année, pas vrai? C'est comme on dit en créole, son roue libre. Alors, je me demande, les ministres des Finances, est-ce qu'on utilise moitié ou bien ils disent non, pas comprendre toute l'année? Bon, écoute, je vais leur faire le crédit qu'ils sont en charge et qu'ils vont peut-être me prouver qu'ils vont résorber les excès, le déficit, parce que quand il y a eu, dépendant de la période qu'on regarde, entre 4 et 5 milliards de gouttes de déficit, pas vrai? Bon, ils disent 3 milliards. Bon, 3 milliards, c'était à la fin du mois de septembre. C'est la fin de septembre. Même, bon, quand on regarde quand on regarde septembre, si on inclut septembre, si on ne prend pas le choc artificiel de septembre, on prend septembre, la période de septembre, octobre, novembre a injecté près de 10 milliards dans l'économie. Et dit que c'est dans en fait, le premier trimestre. Septembre et octobre seulement, on a eu 10 milliards. Donc si on prend le premier trimestre de l'exercice fiscal actuel, c'est 5 milliards. C'est 5 milliards? Oui, mais je n'ai pas la chiffre à fin décembre, parce qu'on ne les a pas encore. Yep. Mais je regarde ces chiffres toute la semaine. Donc ça varie. Ça varie. Mais c'est jamais en dessous de 4. C'est jamais en dessous de 4. Maintenant, ceci étant dit, ce sont des autorités et que je respecte. Ils disent que c'est conjoncturel, qu'ils vont résorber, il n'y a pas de problème. Ceci étant dit, j'ai l'inquiétude que j'ai et qui a été exprimée en partie par le ministre des Finances à ton micro, mais de façon beaucoup plus diplomatique, peut-être, et je le fais crédit qu'il s'est bien sorti, il s'est bien débrouillé. Mais écoutez, il y a des recettes fiscales dans le budget de la République pour 2018 que je ne vois pas comment ils vont, pas des recettes fiscales, des recettes non fiscales, mais des recettes tout court. Bon, la déclaration que vous avez faite... Les recettes fiscales et non fiscales, je ne vois pas comment ils vont les réaliser. Les 93 milliards de gould. Écoutez, je ne vois pas comment les 11 milliards d'augmentation sur les prix du pétrole vont être matérialisés dans une mesure. Maintenant, ceci étant dit, c'est possible. Hein? Ils peuvent changer la prix à la pompe demain matin. Mais l'état socio-économique dans lequel le pays se trouve et les tensions sociales qu'il y a eu dans les 6 derniers mois, les 9 derniers mois, ne me laissent pas présager qu'il y aura une augmentation des prix à la pompe. Et dans cette augmentation des prix à la pompe, il y a 11 milliards. 1 milliard par mois. Bon, premièrement. Deuxièmement, on ne s'était pas attendu, et le ministre l'a dit, on ne s'était pas attendu à une hausse aussi élevée des prix du baril du pétrole. Aujourd'hui, en ne changeant pas les prix du pétrole, on a un autre problème. C'est que les 11 milliards ne suffiraient pas. Parce que en rythme mensuel, je crois qu'il y a à peu près 300 millions en moins de la recette pétrolière, si je ne me trompe. 300 millions, ça fait 3 milliards. Il n'a pas avancé un chiffre précis, mais il a dit qu'il était en état de subvention. État de subvention on perd de l'argent. Importante. Donc pour moi, il y a un problème à ce niveau. Deuxième problème, c'est qu'il y a 18 milliards de fonds non fiscaux qui sont des obligations du Trésor. En partie venant du Fonds monétaire, donc allons dire qu'il y a 13 milliards. Donc là, vous êtes au niveau du financement du budget. Du financement du budget. Il y a 3,6 milliards, si je me trompe, si mes chiffres sont bons, si je me souviens bien, 3,6 milliards de bons du Trésor. Déjà, les bons du Trésor, ce n'est pas un gros succès. On a 5 milliards pour Petro-Caribé, à peu près 3 milliards pour bons du Trésor et 18 milliards, de ressources, autres financements alternatifs. Que vous avez questionné, je me rappelle. J'ai questionné, puisque moi, je ne vois pas comment un État qui a cette difficulté qu'il a aujourd'hui peut émettre des obligations qui seront rachetées par un volume substantiel d'acteurs étrangers ou haïtiens vivant à l'étranger. Puisque si vous n'êtes pas capable de payer vos arriérés aujourd'hui envers vos professeurs, comment pouvez-vous demander à quelqu'un de vous prêter de l'argent? Et
Donc c'est une analyse financière des ressources et emplois du gouvernement. Ressources et emplois qui, pour moi, a un germe de déficit budgétaire important, regardless de la période. C'est-à-dire que pour moi, dans le calcul du budget lui-même, il y a un trop plein de ressources. Il y a une surestimation des ressources du gouvernement. Et ceci, je l'ai dit publiquement. Je l'ai dit au ministre des Finances aussi. Donc, pour moi, il y aura déficit budgétaire de toute façon. Bon. Alors, ça, c'est une prévision. Maintenant, c'est vrai que si le taux de change dépréciait, on pourrait corriger ça un petit peu, puisque le taux de change augmente les recettes de l'État. Le taux de change apprécie. Donc, et on m'a parlé de 63,5 gouttes. Bon, 63,5 pose d'autres types de problèmes pour la compétitivité des industries et pour l'ajustement du salaire minimum. Parce qu'il y en aura un autre. Le 63,50 pour que le grand public puisse comprendre, c'est prévu dans le budget, à savoir dans le cadrage. C'est ce que j'ai entendu. Yep. Mais écoutez, 63,5 gouttes prive l'État haïtien, puisque l'inflation est 15%. Alors, si vous commencez une année avec 62 gouttes, 70, 62 gouttes, 69, et vous avez 63 gouttes et demi, c'est que vous avez une très faible croissance du taux de change. Mais quand vous avez cette faible croissance du taux de change, vous avez une inflation par contre qui est de l'ordre de 13-14%. Elle peut peut-être descendre à 10, elle peut peut-être descendre à 12, mais même si elle était 10, vous avez un différentiel d'inflation important avec les États-Unis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez 10% d'inflation, vous êtes obligé d'ajuster les salaires. Et en ajustant les salaires, vous donnez une augmentation de coûts à l'industrie de sous-traitance qui elle-même n'a pas autre moyen de la rattraper. Puisqu'elle fait face à un marché qui a une inflation de 2%. Et vous avez les coûts salariaux augmenteraient donc de 10%. Et je parle des salaires seulement, il n'y a pas que les salaires. Donc il y a un problème dans le fait de vouloir maintenir le taux de change surapprécié et d'apprécier. L'appréciation réelle du taux de change l'année dernière a été de 18%. Pourquoi je dis 18%? Parce que quand vous avez une appréciation de 4% de la monnaie, ce qui a été le cas l'année dernière, mais que vous avez une inflation de 15%, c'est la somme des deux qui est le choc sur l'industrie. Puisque l'industrie elle-même, elle vend à $1, elle doit convertir en gouttes. Donc si le taux baisse, son chiffre d'affaires baisse. Et elle fait face à une augmentation très minime des prix de vente en dollars américains. Donc elle a une baisse de ses revenus. Mais pendant qu'elle a une baisse de ses revenus, elle doit faire face à une augmentation de salaire, puisque les salaires vont s'ajuster avec l'inflation. Mais ceci étant dit, en dehors de ça, sur le plan purement budgétaire, ceci a un impact dépressif sur les revenus d'État, dont 75% sont des revenus en dollars. 75% des revenus de l'État, puisque quand on passe à la douane, il y a un ajustement par rapport au taux de change. On a une valeur en douane en dollars, on ajuste par rapport au taux de change. Et maintenant, ceci se répercute sur la TCA. Ceci se répercute sur les profits, sur les chiffres d'affaires. Donc, il y a un problème au niveau des taxes. Puisque les taxes vont taxer la base qui elle-même dépend du taux de change. Bon. Mais à supposer qu'on devrait maintenir les ressources d'emploi respectées dans ce que le gouvernement veut faire, comment taux de change là, qu'a supposé paraître Simba voulait qu'il y ait la 63,50 là? Supposez que quitter lui-même déterminer tête là. Taux de change là pour refléter ajustement que la Banque centrale a essayé de freiner. Supposez que la Banque centrale n'a pas de moyens pour faire ça, bon, le quitter là. Pour moi, automatiquement, tu as une dépréciation qui va refléter les flux de liquidité qui sont déjà présents. Ça veut dire à peu près à quel niveau? 68, 70? Moi, je dirais que le niveau d'équilibre, c'est le différentiel de l'inflation. Mais, différentiel monétaire. La masse monétaire a coûté de 13% cette année. Mais la 13% a incorporé une baisse des ressources dollars. La masse monétaire good a augmenté de 11%. La masse monétaire M2. Donc, à la limite, moi, je dirais qu'il y a entre 9 et 10% de dépréciation rien que pour l'année. Donc, tu as ramené à niveau que le était la première partie semestre. Probablement. Et ceci aiderait à calmer le jeu au niveau de la sous-traitance, puisque, effectivement, chaque fois qu'on doit faire des augmentations de salaire, si le taux de change ne suit pas, on a un problème au niveau des prix de revient. Est-ce qu'on s'est de ça à la Banque centrale là pour le quitter? Je ne peux pas me prononcer dessus parce que, par professionnalisme, par déontologie, la Banque centrale me dit qu'elle n'a pas une cible de taux de change.
Donc, je ne peux pas dire que c'est la Banque centrale qui empêche tout change, puisqu'elle n'a pas de cible. Mais ceci étant dit, mécaniquement parlant, quand vous vendez des dollars, vous rapatriez des gouttes. Et quand vous rapatriez des gouttes, vous faites une action d'intervention qui n'est pas probablement réplicable à l'infini. Bon, mon vœu à moi aurait été, comme ça se passe en République dominicaine, je te signale que je viens de recevoir il y a quelques semaines un article qui tabule le différentiel d'inflation dominicaine, un journal dominicain, en espagnol, tabule le différentiel d'inflation de 2011 à 2018, parce qu'ils ont mis la prévision 2018. La République dominicaine, contrairement à la République d'Haïti, s'assure que tous les ans, la dépréciation du peso est plus élevée que le différentiel d'inflation. Et ceci est écrit dans l'article. Même 2018, la République dominicaine a annoncé la dépréciation du peso. C'est annoncé dans l'article. Le budget annonce la dépréciation. Qu'est-ce que ça veut dire pour Haïti? Ça veut dire que chaque année, la République dominicaine s'assure qu'elle est plus compétitive que la République d'Haïti. Puisque son peso à elle déprécie. Donc, toutes les exportations dominicaines, donc vers Haïti, puisque Haïti est son deuxième plus gros marché, toutes les exportations vers les États-Unis ne souffrent pas du problème que je viens de décrire dont souffre la sous-traitance haïtienne. Autrement dit, chaque fois qu'il y a inflation, et il y a faible inflation, hein, ce n'est pas Haïti. Haïti a un problème beaucoup plus grand, puisqu'on a une inflation beaucoup plus élevée que la République dominicaine. Ah non. Ils étaient à peu près 3-4% cette La année. République dominicaine s'assure que même si l'inflation est 3%, qui fait un différentiel de 1 point avec, ils ont au moins 1 point de dépréciation. Chaque année, moins une. Donc il y a une politique. Qu'une seule année où la République dominicaine, depuis 2011, n'a pas réalisé ça. Il y a une politique commerciale dominicaine pour Haïti. Il y a une politique monétaire qui n'est pas pour Haïti, qui est pour tous les pays. Il y a une politique monétaire dominicaine officielle de dépréciation en fonction de l'inflation. Officielle. Annoncée. Je connais la cible dominicaine de taux de change pour l'année 2018. Elle est publiée dans le journal. Elle est la différence. Et il ne publie pas une cible comme un chiffre, il publie une bande. Et ils ont une bande d'inflation aussi. Donc ils ont une cohérence entre leur inflation et leur taux de change. D'où une des sources premières de la compétitivité dominicaine par rapport à Haïti. Et ils font la même chose pour les prix du pétrole, by the way. Ils ajustent les prix du pétrole chaque mois. Oui, régulièrement. Donc, il y a une flexibilité dans l'économie dominicaine qui explique son succès. Tu connais, je l'ai dit déjà à ton micro, question, si on devait convertir, si la République d'Haïti avait eu la même dépréciation que la République dominicaine, depuis 40 ans, on serait à 200 gouttes. Je ne dis pas d'être à 200 gouttes, pas vrai. C'est parce que je dis. Je fais un calcul très simple. Il y avait un peso pour $1 en 1975. Aujourd'hui, il y a 48 pesos pour $1 d'ici 2018. 48 pesos, naturellement, comme il y avait un petit marché noir, je compte toujours 1,2 au lieu de 1. Ça veut dire que c'est 40 fois plus. 40 fois 5 gouttes, qui était la monnaie haïtienne était à 5 gouttes pour $1. Au même moment où le peso était à $1 pour un peso. Tu multiplies ça par 40, tu as 200. Est-ce que tout ça fait partie de la récente déclaration de Danilo Medina, le président, qu'ils vont choisir ce que je pourrais appeler la méthode asiatique, tournée vers l'exportation, l'économie dominicaine, la croissance pour les prochaines années? Ça me permet de faire une approche théorique et pratique qui va intéresser certainement beaucoup de tes auditeurs. C'est la seule solution qu'ont utilisé la plupart des pays qui étaient dans l'État haïtien et qui ont réussi, qui étaient dans l'État d'Haïti et qui ont réussi. La Corée, par exemple, qui est passée de $60 par tête en 1960 à 32 500 aujourd'hui. Peut-être un peu plus, parce que ça ici commence. Je devrais les actualiser. Il y a une phase pendant laquelle vous avez une population pauvre, donc votre marché est petit. Si votre marché est petit et que vous voulez développer l'économie, vous n'avez pas, à part l'alimentation, parce qu'il y a toujours un marché alimentaire élevé, 50% du panier de la ménagère haïtienne vers l'alimentation. Mais pour développer l'économie haïtienne, le marché par excellence est à l'extérieur d'Haïti parce que c'est là qu'il y a un pouvoir d'achat. Il n'y a pas de pouvoir d'achat en Haïti, nous sommes pauvres. Donc quand vous voulez développer une économie, c'est ce que fait la Chine. Dans une première phase qui dure à peu près 10, 15, 20 ans, vous devez vous tourner vers l'exportation.
Parce que c'est l'exportation, et c'est déjà le cas en République dominicaine, by the way. Mais il y a l'exportation de biens, il y a l'exportation de services. On peut développer une économie par l'exportation qui s'appelle invisible, qui est le tourisme. Ouais. Le tourisme, c'est une forme d'exportation aussi. Et c'est le choix de la République dominicaine. Ils sont à 6 millions de touristes cette année. Voilà. Donc, ils ont fait ce choix depuis longtemps. Donc, mais ils ont développé les zones franches, ils ont développé les exportations de beaucoup de choses en République dominicaine, dont les call centers, par exemple, que nous n'avons pas développé. Donc, le choix pour Haïti, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de secteurs de l'économie haïtienne qui peuvent permettre une relance au niveau dont nous avons besoin. L'exportation est incontournable. Elle est incontournable pour la République dominicaine. Une fois maintenant que vous arrivez à développer l'emploi, à développer une classe moyenne, qui est une classe de consommateurs, à ce moment et à ce moment seulement, on peut parler d'une économie qui se développe de façon endogène. Parce qu'on a des consommateurs et on peut tourner l'économie vers la consommation comme source de pouvoir d'achat. C'est le cas de la Chine. Ouais. La Chine s'est développée exportation. Jusqu'à il y a 10 ans, la Chine avait 45-46% de son PIB exporté. Aujourd'hui, c'est 20%. Parce qu'ils ont une autre chose qui leur a donné le PIB, qui est l'investissement. Mais la Chine aujourd'hui, son plan quinquennal est un plan où ils vont tourner l'économie vers la consommation locale. Mais ce n'est qu'après 30 ans. Des choix. Nous allons terminer, Pierre-Marie Boisson, pour l'année 2018, les prévisions. 3,9% de croissance, est-ce faisable? Oui, c'est faisable. Un taux d'inflation de plus de 2 chiffres, est-ce que ça va déranger? Et on a déjà discuté du taux de change, on ne va pas... Mes prévisions sont très claires. 3,9%. Je dis que les 3,9% sont faisables. Moi, dans mon document budgétaire que j'établis chaque année pour mon propre employeur, qui est la Sogebank, je prévois 3%. Pourquoi? Parce que je prévois une croissance encore des transferts. Elle ne sera pas de 15%, elle ne sera pas de 16%, mais je prévois une croissance de 9%. La croissance de 9% en elle-même seulement va entraîner une croissance de PIB dans le commerce. Il y a déjà un point entre 1 et 1,5 qui est dans le secteur des services. Hein? Donc la moitié des 3%. Ensuite, moi je pense que l'agriculture va avoir une meilleure performance l'année prochaine parce que les efforts méritoires du gouvernement n'agiront pas seulement sur la production de printemps, mais on va agir sur la production d'hiver aussi. Donc hiver plus printemps, moi je crois qu'on est parti pour à peu près 2-3% de croissance de l'agriculture, si ce n'est pas plus. Donc en combinant ces chiffres-là, je pense qu'entre 3 et 3,5%, je pense que c'est faisable. Comment résoudre le problème d'inflation? Comment résoudre le problème d'inflation? Par rapport à la production, et je diverge de mes prédécesseurs, la production, ce n'est pas ça qui va nécessairement avoir un impact sur l'inflation. L'inflation est d'origine monétaire. Pour résoudre le problème de l'inflation, il faudrait qu'on ait une meilleure balance fiscale pour éviter le déficit, et il faudrait qu'on ait une politique monétaire serrée pour éviter que la croissance monétaire soit plus que que la différence qu'il y a entre la croissance de la monnaie, de la masse monétaire, par rapport à l'économie réelle. Donc, si vous avez une croissance de 3-4% et que vous avez 3-4% d'inflation, ça fait que vous pouvez avoir une masse monétaire qui croît entre 8 et 10%. Mais si vous avez une économie qui croît à 1%, si vous avez une masse monétaire qui croît à 10%, vous avez inflation. Donc, c'est quelque part un équilibre entre la production et une résorption de la masse monétaire qui va produire. Et pour ça, j'applaudis les déclarations du ministre des Finances qui me montrent qu'il y a des efforts qui se font pour lutter contre la contrebande. Parce que c'est là que va se trouver l'effort d'ajustement fiscal. C'est la lutte contre la contrebande. De façon diplomatique, est-ce que vous dites que la solution est entre les mains des deux copilotes, fiscal et monétaire? Moins de déficit budgétaire et moins de financement monétaire. La solution est entre les mains des deux autorités monétaires, oui, parce que c'est un problème monétaire. L'inflation est un problème monétaire. Mais la solution du problème d'inflation se trouve au niveau d'une augmentation des recettes de l'État. Et moi, je vois deux choses qui concernent plus que le ministre des Finances et que le gouvernement de la Banque centrale. Il y a deux postes sur lesquels il faut agir. Il faut agir sur la réforme de l'EDH. Je ne suis pas sûr que la réforme électrique, à travers la nouvelle loi, va donner des résultats. Personnellement, j'attends. Hein, mais je pense que cette loi-là, pour le moment, demande beaucoup d'ajustements avant d'être réaliste pour produire. Mais il y a une réforme à faire à l'EDH parce que l'EDH coûte cher. Et plus que ce que le ministre des Finances a annoncé, probablement qu'il parle d'une vision un peu partielle de la... Donc, dans les 9 prochains mois, vous ne voyez pas un changement considérable de l'EDH qui va diminuer la demande d'argent? Il y a des efforts, le ministre l'a dit. Il y a des efforts. Par contre,
est-ce qu'ils sont suffisants? Non, ils ne sont pas suffisants. Il y a beaucoup plus à faire pour qu'il n'y ait pas cette subvention énorme de l'EDH, qui est faite indirectement par le ministère des Finances. Donc, il faut agir sur l'EDH et il faut agir sur la contrebande. Et j'applaudis encore la création de la force de police. Est-ce que ça va suffire? Je ne sais pas. Et je sais qu'il y a un contrat israélien, je ne sais pas encore de progrès à ce niveau. Mais il y a une urgence pour l'État à augmenter ses recettes à la frontière haïtiano-dominicaine. Et c'est ça qui va permettre, quelque part, d'être un instrument de lutte contre l'inflation. Parce que ça va permettre de rentrer des recettes et d'éliminer cette possibilité de déficit budgétaire et de permettre à l'État aussi de faire un peu mieux en ce qui a trait à l'investissement public et en ce qui a trait aussi au paiement des arriérés envers les différentes classes de fournisseurs de l'État, hein, les professeurs, les policiers, les juges. Bon, moi, je trouve que l'État, la première obligation de l'État, c'est de bien payer ses fonctionnaires et de fournir des services publics de qualité. Et qui est préoccupé par la dette externe du pays, la dette? Oui, je suis préoccupé d'autant plus que chaque fois qu'on veut résoudre un problème budgétaire, on passe encore par de l'emprunt. Mais chaque fois qu'on a de l'emprunt, c'est des intérêts. Je pense que 14% du budget... Ça nous fait 14 milliards de gouttes, je crois, pour le service de la dette cette année. 13 à 14 milliards de gouttes. C'est très élevé. Et ça va faire qu'augmenter, puisque si chaque budget incorpore, quel que soit le tenant de cette dette, quelle que soit la personne qui vous prête l'argent, même si c'est des bons du trésor, mais chaque fois que vous ajoutez des emprunts, vous aggravez ce poids du service de la dette. Hein? Le service de la dette haïtien est 2 fois plus élevé en proportion que celui des États-Unis. Nous sommes à 3 milliards le stock de la dette, selon les derniers chiffres du ministère de l'Économie et des Finances. 3 milliards de dollars, si on met ça en pourcentage du PIB, ça fait quoi? Le tiers. C'est le tiers du PIB. Bon, écoutez, si vous aviez une dette qui représentait le tiers de votre PIB, mais que vous aviez des revenus provenant des investissements faits avec cette dette-là, qui vous permettaient de payer ce service de la dette, ce serait un faux problème. Le problème, c'est que cette dette a été consentie, mais il n'y a pas eu une goutte d'ajout aux revenus de l'État. C'est-à-dire, c'est un emprunt que l'État haïtien a consenti, dont il va payer les intérêts pendant 25 ans, mais les ressources pour payer ces intérêts-là ne sont pas encore là. Donc, le problème n'est pas la taille du service, la dette de 30%. Elle est similaire à beaucoup de pays. Donc, ce n'est pas encore la taille qui est le problème. Le problème, c'est comment nous payons les intérêts. Est-ce qu'il y a eu augmentation des revenus de l'État à partir des investissements faits avec cet endettement-là? La réponse est probablement non. Pierre-Marie Boisson, 2018, pour finir, quel espoir qu'on peut donner? Moi, je pense que l'année va être meilleure. Je pense que l'inflation ne sera pas ramenée malheureusement en dessous de 10%. J'aurais souhaité que ce soit le cas. Donc c'est une année, mais c'est une année où il y aura plus qu'1% de croissance, à mon avis. Et c'est une année aussi qui, si on s'y prend bien, qu'on gère bien les crises, pourrait déboucher sur un retour vers une certaine confiance de l'investisseur. Parce que, notamment dans le secteur textile, où c'est là que les gens commencent à investir. Mais j'aurais souhaité que ça se transmette aussi au secteur d'énergie. Et je ne suis pas certain qu'on n'est pas encore à ce point-là. On n'est pas encore à ce carrefour. Espérons que Dieu nous prête à vivre, que ça verra en janvier 2019. Espérons que ce soit encore une fois tous mes vœux pour 2019. Santé, bonheur. Et le vœu personnel, c'est qu'on se retrouve dans un an acceptable. Merci pour votre disponibilité. Merci, Christian. Ciao.